Bienvenue à toutes et à tous pour cette exploration d'un monument, on peut le dire, Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Bonjour. Oui, un livre qui date de 1936 quand même. Exactement, mais qui continue de parler à tellement de monde. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment d'aller chercher les techniques clés, les idées fortes qu'on peut encore utiliser. Oui, pour améliorer nos relations, notre façon d'interagir et même notre leadership, comme vous disiez. C'est ça, on va essayer d'en tirer le jus, quoi. Et ce qui est fascinant, je trouve, c'est de se souvenir d'où ça vient. C'est pas juste un penseur dans son bureau, hein. Ah non, c'est basé sur le terrain. Tout à fait. Carnegie, il a animé des séminaires pendant des années avec des pros, des ingénieurs, des commerciaux. Il cherchait ce qui marche vraiment, concrètement. De la psychologie pratique, comme il disait. Voilà, c'est ça, basé sur des résultats, des milliers de participants qui voyaient des changements réels. On lit des histoires assez folles, hein. Des patrons qui transforment des ennemis en amis. Oui, ou des ventes qui explosent, des vies de famille améliorées, c'était très concret. Et il insistait sur un point, soutenu par des gens comme Rockefeller d'ailleurs, Oui. que cette compétence, savoir interagir, influencer positivement, c'est parfois plus précieux que l'expertise technique pure. Rockefeller aurait dit qu'il payerait plus pour ça que pour toute autre compétence. C'est fort. C'est énorme, oui. Et pourtant, c'est une compétence qu'on n'apprend pas vraiment à l'école, hein. C'est clair. Bon, alors allons-y. Par quoi on commence? Carnegie pose des fondations, 3 techniques de base. C'est ça? Oui, 3 piliers pour bien démarrer. Et la première, elle est un peu à contre-courant, non? Ne pas critiquer. Pourquoi il insiste tant là-dessus? C'est son principe numéro 1. Et il est capital. Ne critiquez pas, ne condamnez pas, ne vous plaignez pas. Pour lui, c'est simple. La critique, ça ne sert à rien et c'est même dangereux. Rien que ça. Pourquoi ça ne sert à rien? Parce que 9 fois sur 10, ça met l'autre sur la défensive, immédiatement. La personne se justifie, elle se braque, elle n'écoute plus vraiment. On voit ça tous les jours. Carnegie prend des exemples forts, genre Al Capone ou Crowley, des criminels notoires, Oui? qui, même face à la mort, ne se voyaient aucune faute. Ils se trouvaient incompris, des bienfaiteurs publics même. Ça montre à quel point on résiste à l'idée d'avoir tort. C'est vrai? Et dangereux alors? Pourquoi? Parce que ça blesse, ça touche l'amour-propre, l'ego, et ça laisse des traces. De la rancune, parfois tenace. Il cite des psychologues comme Skinner qui montraient déjà que la punition est moins efficace que le renforcement positif. C'est logique finalement. Il raconte aussi cette histoire sur Lincoln. Le président américain. Oui. Jeune, il avait écrit une lettre très critique, publiée, et ça a failli finir en duel. Carrément. Ça l'a calmé net. Plus tard, devenu président, il était furieux contre un de ses généraux, Meade, qui avait laissé filer l'ennemi. Il a écrit une lettre incendiaire. Et il l'a envoyé? Non, justement. Il l'a mise côté. Il a compris que ça ne ferait qu'envenimer les choses, blesser Meade sans rien résoudre. La critique n'est pas constructive dans ce cas. C'est une leçon d'intelligence émotionnelle avant l'heure. Tout à fait. On s'adresse à des êtres d'émotion, pas de pure logique. Faut jamais l'oublier. La critique frontale, ça heurte direct. D'accord. Donc on essaye vraiment de mettre la critique de côté. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait à la place? Si on veut exprimer un avis ou motiver quelqu'un, c'est quoi l'alternative de Carnegie? Ah, là, on arrive à ce qu'il appelle son grand secret des relations humaines. C'est le principe 2, qu'on peut lier au principe 9 aussi. En gros, appréciez sincèrement et honnêtement. Et aussi, faites sentir aux autres leur importance et faites-le sincèrement. L'importance et l'appréciation, c'est ça le moteur? Pour Carnegie, c'est le moteur humain fondamental. Ce besoin d'être reconnu, d'être important. Il cite le philosophe Dewey qui parlait du désir d'être important, ou William James de la soif d'être apprécié. C'est ce qui nous distinguerait des animaux d'ailleurs. Comment ça? Il raconte une anecdote amusante de son enfance à la ferme. Son père élevait des cochons primés avec des rubans bleus, mais les cochons s'en fichaient complètement. Nous, les humains, on est différents. Ce désir d'être reconnu, ça nous motive. Ça peut pousser à faire de grandes choses. Oui, Lincoln qui étudie le droit, Dickens qui écrit, Rockefeller qui bâtit son empire. Mais attention, si ce besoin n'est pas satisfait sainement, il peut aussi mener à des trucs négatifs. Comme quoi? Il cite Dillinger, le gangster, qui était fier d'être l'ennemi public numéro 1, ou même des gens qui développent des maladies pour attirer l'attention. C'est dire la puissance de ce besoin. D'où l'importance de l'encouragement, de l'appréciation positive. Exactement. L'exemple de Charles Schwab est frappant. Il gagnait $1 million par an à l'époque, une fortune. Et il disait que son plus grand talent, c'était sa capacité à susciter l'enthousiasme chez les gens par l'appréciation et l'encouragement. D'accord.
Mais là, il y a un piège, non? La différence entre cette appréciation sincère et la flatterie un peu bas de gamme, la manipulation, comment il fait le tri, là, Carnegie? Ah, c'est crucial pour lui. La flatterie, il la méprise. C'est creux, égoïste et ça manque de sincérité. C'est juste pour obtenir quelque chose et souvent ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Ça peut même être contre-productif. Tout à fait. Alors que l'appréciation sincère, elle vient du cœur. Elle est désintéressée, elle est spécifique, elle est basée sur des qualités ou des actions réelles. Ça demande un effort, il faut chercher activement le bon chez l'autre. Chercher le positif. Oui, il cite Emerson. Tout homme est supérieur en quelque manière et je m'instruis auprès de lui. Ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose à apprécier. Concrètement, ça peut être simple. Complimenter un bon plat, remercier quelqu'un pour son aide, remarquer un effort. L'histoire de Pamela Duncan qui redonne confiance à un gardien juste en soulignant ses points forts est parlante. Ou l'impact d'un prof sur Stevie Wonder, qu'il cite aussi. Exactement. Un encouragement sincère au bon moment, ça peut changer une vie. Donc, le message, c'est ouvrir les yeux sur le positif chez les autres et le dire. Sans calcul. C'est un changement de perspective, en fait. C'est complètement ça. Moins de temps à pointer ce qui va pas, plus de temps à reconnaître ce qui va bien. Ok, très clair. Donc on a 1. Éviter la critique. 2. Apprécier sincèrement. Quelle est la troisième technique fondamentale, le dernier pilier? C'est le principe 3, susciter chez l'autre un ardent désir. L'idée maîtresse, c'est qu'on n'obtient rien de durable en forçant les gens. La seule façon d'amener quelqu'un à agir volontairement, c'est qu'il en ait envie, Qu'il le veuille lui-même. précisément. Et pour ça, faut arrêter de parler de ce que nous, on veut. Il faut se mettre à la place de l'autre, comprendre ce lui, il veut, et lui montrer comment l'action proposée va satisfaire son désir. Ça paraît simple dit comme ça, mais on est tellement centré sur nous-mêmes souvent. Ah oui, c'est un effort constant. L'exemple du veau d'Emerson est génial pour ça. Emerson essaie de pousser le veau dans l'étable, ça marche pas. La servante arrive, elle comprend que le veau a juste envie de téter, elle lui met son doigt dans la bouche, et hop, il la suit sans problème. Comprendre le besoin de l'autre. C'est la clé. Il raconte aussi comment il a donné envie à son neveu d'aller à la maternelle. Pas en lui disant « c'est bien pour toi », mais en lui faisant miroiter les jeux, la peinture au doigt, des trucs qui parlaient à l'enfant. Il cite Henry Ford. Oui. S'il existe un secret du succès, il réside dans la faculté de se mettre à la place de l'autre et de considérer les choses de son point de vue autant que d'une autre. C'est vraiment ça. L'empathie au service de la communication, en quelque sorte. Voir le bénéfice pour l'autre. C'est exactement ça. Et ça marche pour tout. Éduquer un enfant, négocier un contrat, vendre une idée. L'exemple de la lettre ratée pour la pub radio comparée à la lettre réussie pour chercher un emploi est très parlant. L'une parle d'elle, l'autre parle des besoins de l'employeur. D'accord. Ces 3 principes forment vraiment le socle. Pas de critique, de l'appréciation sincère et susciter le désir en partant du point de vue de l'autre. Super clair. Ensuite, Carnegie détaille des moyens plus concrets pour se faire apprécier, pour créer du lien. Quels sont ceux qui ressortent le plus? Alors il y en a plusieurs qui sont assez forts. Le premier qui me vient, c'est le principe 4. Intéressez-vous réellement aux autres. Le mot-clé, c'est réellement. Faut que ce soit sincère. Parce que les gens sentent quand c'est faux. Bien sûr, mais quand c'est sincère, ça ouvre des portes incroyables. Les gens adorent parler d'eux, de ce qui les passionne, de leurs soucis. Si on s'y intéresse vraiment, on crée une connexion forte. Le magicien Thurston attribuait son succès à ça. Il aimait son public, il s'intéressait à lui. Il y a l'exemple de Theodore Roosevelt aussi, non? Ah oui, Roosevelt, c'était un maître-fond. Il se souvenait des prénoms, des détails personnels, même des employés. Il posait des questions sur leur vie. Avant de rencontrer quelqu'un, il se renseignait sur ses passions pour pouvoir en discuter. C'est un effort, mais ça paye en termes de relations. Énormément. L'anecdote du type qui obtient des infos confidentielles juste en parlant de la collection de timbres du fils de son contact. Ça montre le pouvoir de cet intérêt sincère. Et un autre principe fort pour la sympathie au butin? Un qui est peut-être encore plus simple, mais si puissant, le principe 6. Rappelez-vous que le nom d'une personne revêt pour elle une grande importance. Ah oui, le nom, c'est vrai que ça fait toujours plaisir quand quelqu'un s'en souvient. Exactement. C'est notre identité, notre musique personnelle, dit Carnegie. L'entendre et surtout correctement prononcer, c'est une reconnaissance très forte. L'oublier ou l'écorcher, C'est presque une offense, parfois. c'est ça.
Jim Farley, le conseiller de Franklin Roosevelt, avait une mémoire phénoménale des prénoms, des milliers. C'était un atout politique majeur. Andrew Carnegie lui-même, l'industriel, Le patron de Dale Carnegie, en quelque sorte. voilà, il a utilisé ça très stratégiquement. Il a appelé une de ses usines du nom d'un gros client potentiel, J. Edgar Thomson, et pour une fusion, il a proposé que la nouvelle boîte s'appelle Pullman Palace Car Company pour flatter George Pullman. Malin. Très. Utiliser le nom de quelqu'un, c'est lui montrer qu'il compte, qu'il est unique. C'est simple, mais ça marche. D'accord, donc intérêt sincère et l'importance capitale du nom. Maintenant, on entre dans une partie peut-être plus délicate. Comment on fait pour influencer, pour convaincre, pour faire changer d'avis ou de comportement sans créer de conflit? C'est le domaine du leadership, ça. Carnegie a aussi des principes pour ça. On n'aura pas le temps de tous les voir, mais quels sont les incontournables? Oui, c'est une grosse partie du livre, très riche. Si je devais en choisir peut-être 4 idées clés pour ces situations. D'abord, une règle d'or, le principe 10. Le meilleur moyen de l'emporter dans une controverse, c'est de l'éviter. L'éviter, carrément. Oui. Carnegie est formel. On ne gagne jamais vraiment une dispute. Même si on a raison sur le fond, même si on a enrivé son clou à l'autre, comme il dit. On a perdu sur le plan relationnel. Exactement, on a blessé son orgueil, on a créé du ressentiment. Et ça, c'est pire que d'avoir eu tort sur un point précis. Donc, si possible, fuir la dispute. Mais parfois, on ne peut pas l'éviter, le désaccord est là. C'est vrai. Et dans ce cas, il y a une autre règle qui est géniale, c'est le principe 12. Si vous avez tort, admettez-le promptement et énergiquement. Reconnaître ses erreurs. Oui, et vite, et sans chercher d'excuses. Ça a un effet désarmant incroyable. L'autre s'attend à une bataille, et hop, on lui coupe l'herbe sous le pied. Souvent, ça le rend plus indulgent, plus compréhensif. L'anecdote du policier et du chien. Voilà. Carnegie admet tout de suite, sans discuter, qu'il est en tort. Le policier se calme aussitôt. C'est contre-intuitif, on a tendance à vouloir se justifier, mais admettre sa faute, ça désamorce le conflit et ça renforce même la crédibilité à long terme. Le général Lee après Gettysburg qui dit « Tout est de ma faute ». C'est puissant. Ça demande une certaine force de caractère quand même. Et si on pense avoir raison, mais qu'il faut faire passer un message, convaincre, Alors là, le principe 17 est essentiel. Efforcez-vous sincèrement de voir les choses du point de vue de votre interlocuteur. Encore une fois, l'empathie. Avant d'argumenter, essayez de comprendre pourquoi l'autre pense ça. Quelles sont ses raisons, ses motivations, ses peurs. même si on n'est pas d'accord. Surtout si on n'est pas d'accord. Si on montre à l'autre qu'on a compris sa position, sincèrement, il sera beaucoup, beaucoup plus ouvert à écouter la nôtre ensuite. C'est comme ouvrir une porte avant de vouloir entrer. L'exemple des garçons qui faisaient du feu. Oui, au lieu de leur crier dessus, Carnegie comprend leur envie de jouer aux aventuriers, valide ce désir et leur propose une solution qui satisfait ce besoin, mais de manière sûre. C'est ça, voir de leur point de vue. Comprendre avant de vouloir être compris. Ça revient toujours un peu à ça. Et pour guider, pour diriger sans être directif, un dernier principe clé. Oui, un très efficace en management, mais pas seulement, le principe 25. Poser des questions plutôt que de donner des ordres directs. Au lieu de dire « fais ça », Plutôt demander « Que penses-tu de cette solution ?» ou « Comment pourrait-on s'y prendre pour régler ça ?» ou « Est-ce que ça ne serait pas mieux de faire comme si ?» Ça implique l'autre, ça respecte son intelligence, ça le fait réfléchir. et ça augmente l'adhésion, j'imagine. Énormément. La personne a l'impression que l'idée vient aussi un peu d'elle. Owen De Jong, un grand patron de l'époque, était connu pour ne jamais donner d'ordre. Il suggérait, il questionnait. C'est une forme de leadership beaucoup plus subtile et efficace. Donc, si on résume ces points sur l'influence, éviter la dispute, si possible, admettre vite ses torts, comprendre à fond le point de vue de l'autre et préférer les questions aux ordres. C'est une approche basée sur le respect, l'empathie. Cohérent avec les 3 principes de base du début de Limbeck. La reconnaissance de l'autre, de son importance, de ses émotions. Tout se tient. C'est vrai que tous ces principes, même s'ils ont été écrits il y a presque 90 ans, ils résonnent encore vachement aujourd'hui, non? Ça touche à des trucs fondamentaux de la nature humaine. Complètement. Le besoin de reconnaissance, le rejet de la critique, la sensibilité à l'intérêt sincère qu'on nous porte, ça n'a pas changé. C'est universel. Voilà. Et Carnegie insistait sur un point important. Ce ne sont pas des trucs ou des techniques de manipulation. Ça ne marche que si c'est sincère, si ça vient vraiment d'une volonté d'améliorer les relations. C'est une philosophie, presque. Il parlait d'une nouvelle manière de vivre. Ça demande de la pratique, de la constance. Le vrai changement, au fond, c'est d'arriver à déplacer le projecteur de soi-même vers l'autre. S'intéresser à l'autre,
valoriser l'autre. C'est un beau programme. Pour conclure cette discussion vraiment riche, est-ce qu'il y a une idée de Carnegie, une pensée qui te semble particulièrement utile